Il y a au West Valley un jeune développeur du nom de Candide. Candide admire son mentor Pangloss, grand théoricien du développement par l'optimisme, avec qui il travaille sur une plateforme e-commerce du même nom, c'est-à-dire Pangloss, où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Peut-être que vous connaissez leur site parce que c'est le distributeur exclusif de la littérature de Really, donc vous pouvez voir quelques-uns des chefs-d'œuvre ici. Mon préféré c'est Moving Fast and Breaking Things, Just Put the Technical Debt on My Credit Card. Et ces bouquins sont les livres de chevet de Maître Pangloss. Alors Candide est vraiment très content de sa plateforme parce qu'il la trouve simple et intuitive pour l'utilisateur. D'ailleurs, celui-ci, l'utilisateur, lorsqu'il a dû créer son compte, il n'a pas eu besoin de se casser trop la tête pour trouver un mot de passe parce que 3 lettres suffisent. Donc une fois qu'on clique sur Login, on voit l'ensemble des ouvrages qu'on peut acheter sur ce site. Et ce dont Candide est vraiment très content, c'est que le positionnement de Pangloss sur le marché est très clair, et c'est pour ça qu'ils vendent aussi les consoles vintage. Console, donc Candide raffole, mais ce qu'il aime surtout, c'est les offrir à sa douce et tendre Cunégonde en tant que cadeau pas du tout intéressé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si on veut acheter quelque chose ici, c'est très simple. Il y a une petite icône de panier à côté de l'item qu'on veut. On a juste à remplir son adresse, et en cliquant sur Purchase, c'est fait. La commande est passée, on arrive sur cette page récapitulative de commandes qui sert de jouer 8 à préparer le colis et à l'envoyer chez vous. Donc Candide et Pangloss espèrent vous voir très bientôt sur leur site et vous rendre heureux à travers vos achats. Merci beaucoup. Alors comme vous pouvez l'imaginer, je ne travaille pas pour Pangloss. Mon nom c'est Julien Topsu, je suis tech lead à la Société Générale et je suis aussi membre de la fondation OWASP. Qui ne connaît pas OWASP? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fondation à but non lucratif qui évangélise sur les bonnes pratiques de sécurité et qui met aussi à disposition des outils open source qui vont vous permettre de améliorer la sécurité de vos applications. Et la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour qu'on discute des erreurs les plus communes lorsqu'on développe des logiciels qui amènent malheureusement des véritables failles de sécurité. Ces erreurs, on va les voir à travers l'application Pangloss, et je vais faire une live hacking session pour vous démontrer que ce sont des vraies failles de sécurité. Et vous inquiétez pas, on verra comment se prémunir de ces problèmes. Alors, l'application que je vais vous montrer, elle est divisée en 2 parties. Il y a un back-end en Java Spring Boot et un front-end en Angular Node.js. Ici, qui ne fait pas du tout de Java? Ok. Et dans les gens qui font de Java, il y a des gens qui ne font pas de Spring? Ok. Alors, vous inquiétez pas, ça s'appuie sur des implémentations que je vais vous montrer, mais les concepts existent dans tous les langages, dans toutes les technologies. Et on va voir tout de suite comment se faire hacker bien comme il faut. Alors, un jour, Candide, en discutant avec un de ses amis, apprend qu'il existe un espèce de nom d'utilisateur magique qu'on peut utiliser sur pas mal de plateformes sans même avoir spécifié le mot de passe. Alors au début, il était très dubitatif, mais il demandait à son ami mais quel est ce soi-disant nom d'utilisateur magique, et lui donna celui-ci. Les gens qui ne connaissent pas ça? Vous allez voir, c'est sympa. Donc il est très dubitatif, mais il se dit, attends, je vais quand même essayer ça sur ma propre plateforme. Donc il va recopier ce nom d'utilisateur magique, hop, va dans sa mail de login, voilà, on doit se déloguer. Donc il met son utilisateur magique, ne spécifie pas le mot de passe, et clique sur login. Et oh mon Dieu, ça fonctionne! Et le pire dans cette histoire, c'est qu'on n'est pas logué avec n'importe quel compte, comme vous pouvez le voir ici, c'est celui de l'administrateur. Mais comment tout cela est possible, se demanda Candide? Eh bien, il décida d'aller voir dans le code, et notamment si vous connaissez Spring Security, on va aller dans l'Authentication Provider. Non, je fais n'importe quoi. Authentication Provider. Et vous pouvez voir que l'application Pangloss, alors je ne sais pas si c'est assez gros, hop, s'authentifie auprès d'une base de données SQL. Donc on a une table qui liste les usernames et les mots de passe associés. Et ici, vous avez une magnifique requête SQL qui a été construite à partir de concaténation de ce qui vient de la mire de login. Donc l'utilisateur entre son nom et son mot de passe, et ici par concaténation, on va construire la requête. Donc au début, il ne comprend pas trop pourquoi ça fonctionne, mais il a eu quand même l'idée de carrément inliner à la place de la concaténation du nom, ce nom d'utilisateur magique. Et là, en fait, tout devient plus clair, parce que ce nom d'utilisateur magique, c'est en fait un fragment de requête SQL. Et comme ici, on a seulement une string pour représenter toute notre requête, côté SQL, on n'a aucun moyen de faire la distinction entre la requête et ses paramètres.
Ce qui veut dire que si vous mettez un fragment de requête SQL comme paramètre, vous allez changer la nature de cette requête. Et c'est exactement ce qu'on a là. Donc maintenant, si on essaye de résoudre cette nouvelle requête, qui au passage, cette technique en sécurité, en hacking s'appelle une SQL injection, donc maintenant qu'on a injecté du SQL, que va faire cette nouvelle requête? Donc vous savez peut-être qu'en SQL, tout ce qui est double tiret derrière, c'est un commentaire. Donc bon, le mot de passe, ça ne sert plus à rien pour s'authentifier, hein, de toute façon, qui a besoin de mot de passe. Et ensuite, la where clause finit par or 1 equal 1, ce qui est toujours vrai. Donc pareil, plus de where clause. Et à la fin, on a select all from users limit 1 qui va nous renvoyer le premier utilisateur de la base de données, dans la base de données, pardon, et il s'agit de l'administrateur. Et c'est pour ça qu'on était logué avec ce compte. Alors, Candide horrifié se demande mais comment on peut faire pour se prémunir de ce genre d'attaque et il trouva ce qu'on appelle les paramétrages query. Alors qu'est-ce que c'est? Au lieu de faire ces concaténations affreuses, on va utiliser à la place un placeholder qui est ici un point d'interrogation. Et par interpolation, on va y injecter les données qui viennent de l'utilisateur, c'est-à-dire de la mire de login. Et avec ce moyen-là, maintenant, côté SQL, on va être capable de faire distinction entre la requête et ses paramètres. Et si on continue à vouloir mettre les fragments de requête dans les paramètres, ils ne seront plus interprétés comme tels. Ce qui veut dire qu'on est censé corriger notre faille de sécurité et la SQL injection ne devrait plus fonctionner. Je viens de redémarrer le serveur et on va voir si ça fonctionne toujours ou pas. Donc là, je retiens sur la mire de login, je vais ouvrir les Developer Tools. Alors peut-être que certains d'entre vous ont remarqué que j'utilise Edge et se demandent pourquoi. Ça, vous allez le voir après. Donc ici, je vais mettre ce nom d'utilisateur magique. Maintenant, quand je clique sur Login, j'ai un message d'erreur. Et voilà, j'ai une belle 401 unauthorized, je ne suis plus capable de me loguer avec ce nom d'utilisateur magique. Donc on est safe pour les SQL injection. Donc sachez que, quelle que soit la technologie que vous utilisez, quel que soit le langage, à chaque fois que vous écrivez des requêtes, en concaténant des inputs qui viennent d'un utilisateur ou d'un partenaire externe, en fait, vous offrez au hacker un véritable command line interpréteur en remote. Et ça marche très bien avec du MongoDB, si vous faites du JS, etc. Il faut systématiquement utiliser l'équivalent des paramétrages query, sinon vous tombez dans ce genre de problème. C'est pas lié qu'à de l'autente. Hein. D'accord? À chaque fois que vous faites une requête. Ok, c'est clair? Bon, cette SQL injection fait prendre conscience à Candide que les hackers étaient capables de faire des choses dont ils n'avaient même pas idée sur son application. Et il sait que dans l'application Pangloss, eh bien, il stocke les mots de passe de ses utilisateurs. Et il ne veut pas que les hackers, avec un autre moyen magique, soient capables de récupérer ces mots de passe. Ou, s'ils sont capables de récupérer la base de données, il veut être sûr qu'ils ne seront pas capables d'exploiter les mots de passe. Alors il explique ce problème à son maître Pangloss, qui dit qu'en fait, il se prend la tête pour rien, parce que dans l'application, ils font les choses bien. Ils sécurisent le mot de passe en le hachant avant de le mettre dans la base. Et vous savez que peut-être que quand on hache un string, on n'est pas capable normalement de trouver le mot de passe en clair. Eh bien, Candide est très dubitatif parce qu'il n'a pas vu ça dans le code. Et il lui demande, mais quelle est la fonction de la chose qu'on utilise? Parce que j'ai rien vu de ça dans le code. Eh bien, Pangloss lui expliqua qu'ils utilisent ce qui est peu répandu dans l'industrie. Vous savez de quelle fonction dont on parle là? MD5? Ce n'est pas MD5. Ce n'est pas SHA-1. C'est le HRI. Personne ne connaît ce truc-là, c'est bizarre. Parce que c'est la Human Readable Encryption qu'on appelle aussi le clear text. Alors peut-être qu'il y en a qui se disent, mais non, mais aucune, aujourd'hui, grosse entreprise sérieuse avec les meilleurs ingénieurs du monde utilise ça en prod. Alors ça, c'est un article du mois de mars qui vous explique que Facebook stockait des centaines de millions de mots de passe en clair. Privacy, future is privacy, je ne sais plus qui a dit ça. Mais bref, donc en fait, il est stocké pas dans leur base de données, mais il est logué dans leur monitoring system, ce qui n'est pas franchement mieux, quoi. Alors, peut-être que ça vous fait marrer, mais jamais personne n'a créé une classe user avec un champ mot de passe, générer un toString ou utiliser un logblock, encore mieux, et passer à cette instance à un logger plus tard, quoi. C'est jamais arrivé à personne. Donc faites gaffe à chaque fois que vous passez des choses à des loggers, que vous ne loguez pas des informations critiques comme les mots de passe ou bien les numéros de carte de crédit, ça c'est déjà vu. Alors un peu d'anachronisme maintenant, on va retourner en 2014, et à ce moment-là, Candide s'inscrit sur un site qui s'appelle Ashley Madison. Qui connaît Ashley Madison? Il y a des gens qui osent lever la main. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de rencontre extra-conjugal.
À croire que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes avec une ego. Alors au début, il n'est pas très chaud, hein, parce qu'il a peur que ça se sache, il a peur des possibles fuites de données qui viendraient d'Ashley Madison. Mais encore une fois, Pangloss lui explique qu'il se prend la tête. Il connaît la base des développeurs, ils font les choses vachement bien. Parce que dans la manière dont ils hachent les mots de passe, ça commence par du MD5. MD5, ça a l'air compliqué. Il se voit rassuré, et il s'inscrit sur le site. Malheureusement pour lui, 1 an plus tard, eh bien, les hackers se sont pris à la pauvre Ashley. Ils ont récupéré le contenu de la base de données. Alors pour ces données personnelles, c'est mort, hein, ça fuite. Mais qu'en est-il du mot de passe? Parce que jamais personne ici n'utilise le même mot de passe sur plusieurs sites. Hein. Qu'en est-il du mot de passe? Alors peut-être que vous allez me dire, c'est pas grave, il est haché. C'est vrai. Mais au grand dam de Candide, il a appris que les hackers, aidés des arcs-en-ciel, eux-mêmes étaient capables de récupérer les mots de passe en clair. Alors je ne vous parle pas des vrais arcs-en-ciel, ici on parle des rainbow tables. C'est une technique en sécurité. En fait, il faut voir ça comme étant une grande table avec plein de hashes précalculés qui sert comme reverse function pour retrouver le mot de passe en clair, enfin un texte en clair, ou un texte en clair qui collisionne sur le même hash. Et ça marche très bien avec MD5, SHA-1, et même dans la classe SHA-2 avec SHA-256. Et ça, je vais vous le montrer là. En fait, je vais hacher un mot de passe en SHA-256, qu'on je vais appeler, qui va être coder. Oups, coder. Donc là, j'ai mon beau hash SHA-256. Ensuite, je vais utiliser une rainbow table qui est en ligne. Et celle-ci, je vais mettre ici le hash, je ne suis pas un robot, et je vais demander de le craquer, et vous allez voir qu'il a retrouvé en clair. Alors ça ne marche pas dans tous les cas en SHA-256, mais vous voyez que même SHA-256, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sec. Donc Candide a appris de la manière la plus difficile qui soit, par un divorce, que MD5 s'est passé du tout. Alors, il se dit, j'ai pas forcément envie que mes propres utilisateurs aient même des contenus sur mon application, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Sachant que SHA-256, c'est pas forcément le meilleur des moyens. Eh bien, il tomba sur un algorithme qui s'appelle Bcrypt. Bcrypt a une particularité que n'a pas SHA-256, et je vais vous le montrer à travers ce petit programme. Donc, vous inquiétez pas, là c'est du Java, c'est du Spring Security, ça existe dans tous les langages encore une fois. Ici, je vais utiliser un Bcrypt Password Encoder. Je prends tous les mots de passe de l'application Pangloss, qui sont ici. Et d'ailleurs, dans ces mots de passe, il y a celui de l'administrateur, mais jamais vous allez trouver lequel c'est, hein, n'est-ce pas? Donc ces mots de passe, on va les encoder 4 fois chacun à moyen de l'encodeur, comme on peut le voir ici, on récupère le encoded password. Et juste après ça, je vais demander à l'encodeur de vérifier qu'il matche bien ce hash avec le mot de passe en clair. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi on fait ça pour chacun, enfin, 4 fois pour chacun des mots de passe. Eh bien, vous allez voir qu'en fait, Bcrypt n'est pas prédictif. À chaque itération pour le même mot de passe, vous allez avoir un hash différent. Pourquoi? Simplement parce qu'il embarque ce qu'on appelle en sécurité un SOAT, qui va randomiser l'output. Et par défaut, il n'y a pas ça en SHA-256, il faut l'implémenter vous-même. Bcrypt, c'est built-in. Ce qui fait que c'est très difficile, en réalité, d'effectuer des attaques de type rainbow table sur ce type de hash, parce que c'est du random. Et on revient à la difficulté d'un brute force si on veut hacker ce genre de hash. C'est pour ça que même avec ça, il ne faut toujours pas utiliser des mots de passe très courts comme PWD, parce qu'en brute force, ça se craque très rapidement, ou des mots de passe comme admin que jamais ici quelqu'un a utilisé en prod pour du Kibana, Grafana ou Jenkins ou quelque chose d'autre, qui est lui très vulnérable à des attaques de type dictionnaire, parce que très connu. Donc Candide décide de changer la manière dont il bootstrap ses utilisateurs en base de données, parce qu'a priori c'est pas très safe la manière dont ils le font. Donc on va aller dans le script qui sert à faire ça. Il y a un petit script SQL. Tac. Vous pouvez voir que là ils font du clear text pour les mots de passe, du HRI, excusez-moi. Et là cette fois-ci, il veut faire du Bcrypt. Alors pour ceux qui font du Spring, il faut savoir qu'en SQL, c'est pas built-in de faire du Bcrypt. Il faut changer un petit peu son intégration, et notamment en Spring, on va complètement oublier le Authentication Provider qu'on a vu tout à l'heure, et dans notre configuration de sécurité, on va utiliser des intégrations qui nous viennent de Spring de manière built-in, avec une JDBC Authentication, et on va pouvoir dire, moi je veux un Bcrypt Password Encoder. Programmatiquement, il va vérifier que ce que vous rentrez dans la mire de login va correspondre à ce qui était stocké en base de données de manière hachée. Pardon. Vous pouvez voir en plus que Spring avait fait les choses bien dans ce cas-là, parce qu'il nous force pour l'authentication à utiliser
pardon, c'est peut-être un peu petit, une parametrage query, comme vous pouvez le voir là. C'est-à-dire qu'ils sont SQL injection safe, eux-mêmes, par défaut. Donc, on va juste vérifier maintenant que j'ai bootstrappé mes users de manière, en utilisant Bcrypt, que je suis toujours capable de me loguer. En fait, il va exécuter le script au démarrage de l'application pour me enregistrer mes utilisateurs. Parce que sinon, j'aurai des problèmes pour la suite, je ne peux plus me loguer. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre mon user mot de passe en clair là. Hop, c'est envoyé côté back. Donc là, ça fonctionne. Donc le Bcrypt password encodeur vérifie que ça match avec ce qui coûtait en base. Et on est content parce que maintenant, c'est safe. Alors, tant qu'on est là, j'aimerais vous présenter le meilleur ami du hacker. C'est la petite touche F12 sur votre clavier. Parce qu'avec F12, on peut voir tout ce qui se passe entre votre front-end et votre back-end. Je vais rafraîchir la page. Et là, on va voir effectivement la liste des requêtes qui sont envoyées. Et les hackers, ils connaissent REST, ils connaissent HTTP. Donc, quand on a un endpoint qui s'appelle items, ils savent déjà que ça va permettre au front de récupérer tous les items qu'on veut vendre sur l'application Pangloss. Connaissant aussi HTTP, ils savent très bien que si on fait un get /item/id, on est censé récupérer le contenu de la ressource. Mais ce qui serait plus sympa, ce serait de faire un delete à la place. Parce qu'un delete est censé supprimer un item. Alors, vous savez quoi? Ils vont essayer ça au QO, comme ça. Je vais un peu vite là. Et ils vont essayer de faire un delete, pour voir ce qui se passe. Donc pour faire un delete, j'ai besoin d'un ID. Là j'en ai un, c'est Expert Excuses for Not Writing Unit Tests. C'est un super bouquin si vous ne l'avez pas lu. Je connais des experts d'ailleurs. Et ça correspond à la girafe que vous avez ici à gauche. Donc j'ai préparé la requête dans Postman. J'ai mon petit delete qui est là. Donc je fais mon delete. J'ai l'ID du bouquin que je veux supprimer. Et pour montrer que je ne triche pas, j'utilise ici un utilisateur standard. Donc quand je vais envoyer ça côté back, là j'ai bien un statut 200 et le contenu de la ressource. Donc normalement j'ai été capable de supprimer cet item de la prod. On va revenir ici, je vais faire F5 et normalement la girafe va disparaître. Et elle a disparu. Alors ça a l'air tout bête, mais en sécurité c'est hyper commun. En fait, quand on dit des Pangloss, qu'on leur a demandé de faire la feature, ils sont allés directement dans le code, écrire l'implémentation qu'ils avaient en tête, et notamment je vais vous montrer, c'est tout simple, ils appellent la base de données et ils font delete en donnant en paramètre l'ID. Mais ici, il y a un truc auquel ils n'ont pas pensé, c'est les personas. Et les personas, c'est pas réservé à la UX. C'est aussi très important en sécurité. Parce que s'ils avaient réfléchi à ça, ils se seraient rendus compte que, cette feature n'est pas destinée à un utilisateur standard. Seulement les administrateurs doivent être capables de supprimer un item de la prod. Donc ce qui manque ici, c'est ce qu'on appelle l'access control layer. C'est tout simple. On va le rajouter là en faisant un peu d'AOP. Donc pour ceux qui connaissent Spring Security. Donc je vais juste demander à mon framework de vérifier que l'utilisateur qui est connecté a bien les autorités de l'administrateur. Si ce n'est pas le cas, il n'aura pas le droit d'effectuer cette feature. Donc sachez que c'est très commun en fait qu'on oublie ce genre de choses, notamment parce que des fois on va développer certaines parties du code et ensuite les exposer plus tard. Mais faites attention à chaque fois que vous exposez quelque chose sur le réseau que vous avez fait les vérifications de privilèges qui sont nécessaires. Donc là, hop, normalement l'application a redémarré et on va bien vérifier que je ne suis plus capable en tant qu'utilisateur standard de supprimer un item de la prod. Très bien. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que là, j'aimerais vous introduire Kakambo. Kakambo, c'est un administrateur de la plateforme. Et ça fait 5 ans qu'il n'a pas eu d'augmentation. Et là, les annual reviews viennent de passer. Et je vous laisse imaginer comment ça a été, parce qu'il décide d'aller en prod. Il utilise son compte. On peut voir clairement que c'est lui d'ailleurs. Il y a marqué admin. Ils sont plusieurs administrateurs. Et il décide de supprimer le best-seller pour se venger. Il n'est pas content. Quelques jours plus tard, on se rend compte que le best-seller n'est plus là, on a perdu énormément d'argent. Et que s'est-il passé? Eh bien, quand les Pangloss se disent on va aller dans les logs pour trouver la vérité. Et là, ça, c'est les logs. Donc dans les logs, vous pouvez voir qu'on a un timestamp qui nous permet de savoir quand une action s'est passée. La nature de l'action, on a ici un delete avec l'endpoint qui nous intéresse et le statut HTTP, mais aucun moyen de savoir qui a fait quoi. Alors ils vont voir tous les administrateurs, et ils leur demandent à chacun, parce qu'ils savent que maintenant seulement eux sont capables de le faire dans le code, et tout le monde nie, en incluant Kakambo, qui lui n'a aucun intérêt de dire la vérité. Ça, en sécurité, c'est ce qu'on appelle la répudiation. C'est lorsque vous avez un utilisateur qui est capable de dire « non, j'ai jamais fait ça ».
Et c'est un véritable problème dans ce cas-là. Parce que là, il a été malveillant. Et les insiders, c'est-à-dire même les gens de votre propre entreprise, peuvent être malveillants. D'accord? Et ce n'est pas seulement les gens qui sont à l'extérieur. Donc ce qui manque ici, encore une fois, c'est peut-être évident, c'est un moyen de rattacher l'information de l'utilisateur à ma log. Alors comment je vais faire? Très très simple. Je vais aller dans la configuration de mon application, ici application.yml quand vous connaissez Spring, et dans mon access pattern, je vais rajouter le user ID. Ok? Alors le user ID n'est pas le username, est-ce que vous savez pourquoi? Non, c'est pas pour changer l'utilisateur. Ah, mon truc a frisé. Ah, mon PC frise. Ah, c'est bon. Non, c'est pas à cause de ça, c'est à cause de GDPR. En fait, avec GDPR maintenant, lorsqu'un utilisateur va vous demander de l'oublier, vous allez devoir supprimer de votre système toutes ces informations personnelles. Si c'est éparpillé partout dans vos logs, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on arrive à supprimer une ligne de log dans un Kibana? C'est un peu compliqué. Si vous avez utilisé un user ID, vous allez être capable d'anonymiser l'utilisateur en base de données et conserver vos logs. Mais c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas utiliser d'email comme ID, parce que sinon vous tombez dans le même problème, n'est-ce pas? Donc là, je viens de refaire mon attaque, et vous allez voir que maintenant, eh bien, j'ai les ID dans mes logs, et donc je suis capable de savoir qui a fait quoi. Donc ça, c'est la fin de la partie facile. On va monter un peu le niveau. Il y a des gens qui font de l'XML en production. Oui? Qui connaît bien XML sinon? Non, vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas XML. Hein. Alors je vais vous montrer un truc sympa quand même. Hein. Une super feature d'XML que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. Pour des soucis d'interopérabilité, l'application Pangloss expose ses endpoints aussi en XML pour des systèmes legacy, on va dire. Et ici, vous pouvez voir que pour récupérer un item, je spécifie une catégorie, c'est l'XML, on est content, je veux la liste des bouquins. On récupère tous les bouquins, dans la forme XML, on est content. Mais vous savez, tout à l'heure, le hacker, il a joué avec la méthode HTTP pour voir comment aller... pour voir si ça passait de faire un delete. Mais cette fois-ci, il va jouer avec le payload. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, ici, pour qu'en termes de catégorie, je mettais n'importe quoi? Bon, on s'attend bien que ça va causer une erreur côté back. Effectivement, on va avoir une erreur, bad request, on va avoir un beau message qui dit no item found for category. Mais pourquoi il s'est amusé à faire ça? En fait, là, il vient d'avoir une information qui est très importante. L'information, elle est là. Vous lui avez redonné telle quelle, ce qu'il vous a donné en paramètres. Et il sait très bien que si vous ne faites pas d'input validation ou d'autres mécanismes de protection, il va pouvoir faire des choses super sympas avec votre app. Notamment en utilisant une super feature d'XML qui s'appelle External Entity. Qui connaît les External Entity? Ah, c'est bien, il y a quand même des gens qui connaissent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, regardez, j'ai réécrit ma requête, mais cette fois-ci, j'utilise External Entity. Donc, au lieu de spécifier une valeur pour ma catégorie ID, j'ai ici une référence. Comment voit-on que c'est une référence? Ça commence par un et commercial, ça finit par un point virgule en XML. Elle est définie un peu plus haut. Hop. Ici, je déclare une entity avec un nom arbitraire qui est file, un type pas arbitraire du tout qui s'appelle system, il y en a plusieurs, mais on verra que celui-là, et derrière ça, j'ai un beau string pour la valeur. Mais en fait, ce string, ça dénote d'un path sur le serveur distant. Et derrière ce path, il y a le script qui est censé bootstrapper les users en base. Alors qu'est-ce qui va se passer quand je vais envoyer ça côté backend? Alors on s'attend qu'il y ait une erreur parce qu'on se dit le backend va peut-être pas réussir à résoudre une catégorie qui est nommée bizarrement comme ça. Et vous allez voir que oui, il y a bien une erreur, donc on a bien une bad request. On va même récupérer notre message d'erreur qui est no item found for category. Et généralement après ça, il y avait quoi? L'ID de la catégorie. Et cette fois-ci, il y a tout le contenu du fichier. Et heureusement que Candide tout à l'heure a utilisé des cryptes, parce que sinon on aurait les mots de passe en clair ici. Donc ça, c'est une attaque de type external entity en XML. Et c'est pour ça que ce genre de script, il ne faut surtout pas le stocker avec votre application. C'est aussi pour cela que, notamment dans vos configurations de votre API, et tout ce que je suis en train de vous dire est vrai quel que soit le langage, quelle que soit la techno, et bien par exemple application.yml dans mon cas, il ne faut pas stocker de mot de passe en clair, ou bien le pass de votre clé privée qui permet de sécuriser votre connexion SSL. Parce que tout ça, ils vont être capables de le récupérer.
Alors, qu'est-ce qu'on préfère faire? En sécurité, on préfère utiliser des outils comme HashiCorp Vault qui vont bootstrapper ça de manière sécurisée à votre âme. Parce que dès que vous avez quelque chose à côté du binaire, ils vont être capables de le récupérer selon plusieurs moyens différents. Donc je ne vais pas vous montrer comment on met HashiCorp Vault là, parce que c'est un peu long, mais on va voir comment on se prémunit d'une attaque de type XML External Entity. Faire en sorte qu'il n'aille plus le contenu du fichier ici, dans ma réponse. Vous voyez tous comment ça fonctionne, un serializer XML ou pas? Non? Oui, vous savez tout ce que c'est un serializer XML, attention. Ouais. Je voudrais vous demander si ici, enfin XML Mapper, pour ceux qui connaissent JAXB, c'est quasiment la même chose qu'un marcheller. Et ceux qui connaissent Jackson, c'est l'équivalent d'Object Mapper, mais pour faire de l'XML. Et j'aimerais vous demander si vous voyez quelque chose de suspect dans la manière dont j'initialise mon serializer XML. Oui, non? Bon, effectivement, il n'y a pas forcément des choses suspectes dans ces lignes. Cependant, un bon serializer XML va s'appuyer sur un parseur XML. Et un bon parseur XML se doit d'implémenter la norme XML, et dans la norme, il y a l'external entity. Donc, sachez qu'à chaque fois que vous faites du XML, assurez-vous d'explicitement désactiver le support des external entity. Sinon, vous êtes vulnérable à ce genre d'attaque. Alors, dans les dernières versions de certains parseurs, maintenant ils le font de manière built-in, parce qu'ils se disent, on ne sait pas pourquoi ça a été inventé ce truc-là à part se faire hacker. Mais il faut vous assurer que c'est effectivement fait dans les parseurs que vous utilisez. Alors, juste un truc quand même. En réalité, quand vous faites du Spring, le vrai problème n'était pas là, mais il est là. Et c'est la même chose si vous faites un New Object Mapper. Le problème, c'est que j'initialise moi-même à la main mon serializer XML. Pourquoi? Eh bien, Spring vous met à disposition un truc qui s'appelle un Jackson to Object Mapper Builder avec deux factory méthodes. La première, c'est pour bootstrapper un XML Mapper Builder, et une deuxième qui s'appelle JSON pour un Object Mapper Builder. Et vous voyez que si j'avais utilisé ça, eh bien, je n'aurais pas été vulnérable parce que Spring, par défaut, sécurise bien leur builder. Et donc, au maximum, utilisez les outils que vous met à disposition Spring, parce que c'est très important, sinon vous risquez de vous faire hacker sans le savoir. Donc là, j'ai redémarré l'application. On va voir si maintenant je suis safe vis-à-vis de cette attaque. Donc, je viens de refaire ma requête. Maintenant, il me dit undeclared general entity file. Il est plus capable de résoudre les external entities. Ok? Donc sachez-le, à chaque fois que vous faites de l'XML, même si c'est pour lire un fichier, faites attention aux external entities. Il y a d'autres concepts qui s'appellent les XML bombs. C'est assez sympa, mais je ferais péter ma machine, je ne peux pas vous montrer. C'est un peu dangereux. On va revenir à Candide. Et Candide, c'est aussi un consommateur, c'est aussi un consommateur de l'application Pangloss, enfin c'est un client, et il est actuellement logué et il est en train de faire son shopping. Il est content, il fait ses achats. Lorsqu'il reçoit un email, cher utilisateur de Pangloss, nous sommes vraiment contents de t'offrir 80% de réduction. Ne perds pas de temps et clique vite sur ce lien. Alors bien sûr, lui, il veut disposer de la réduction, alors il clique sur le lien. Bon, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça va arriver, mais bon, bref. Peut-être que je redémarre mon truc. C'est bizarre, ça. Alors... tac. Excusez-moi, petit effet démo. Est-ce qu'il a bien démarré? Ouais, normalement, c'est bon. Moi, je vais essayer cette URL-là. Oups, bien sûr, maintenant, j'ai pas la bonne URL. Alors, excusez-moi, je vais essayer de résoudre ça très rapidement. Tac. En plus, les copier-coller sur Windows, c'est génial. 10.0.75. Hop. 10.0.75.1. Et c'était 95.71. Allez, marche. Sinon, je vais redémarrer le truc simplement, mais c'est un peu embêtant. Ok, bon, je vais redémarrer le truc vite fait. Tac. Je sais pas pourquoi là, il a décidé de fonctionner. Yes. Parce que si j'ai pas mon site malveillant, je vais pas pouvoir vous montrer comment ça marche. Tac. Alors, excusez-moi de ce petit problème technique. Tac. View. Apparence. Tac. Et là. Ok.
Normalement, il a redémarré. Ah, voilà. C'est bon. On va la refaire. Hop. Clique sur le lien. C'est peut-être moi qui ai un petit souci de recopiage de trucs. De toute façon, si je vais là, normalement, c'est bon. Ah, intéressant ça. Ça veut dire que sur Edge, ça ne fonctionnerait pas, bizarrement. Bon. Sinon, je vais essayer de le faire sur, sur Firefox, parce que je sais que sur Firefox, ça fonctionne. Tac. Bon. Alors, c'est vraiment bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive, ce truc. Ok, oui, bah non, ça peut être tout ça que je voulais faire. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je suis sur le réseau, je vais peut-être me déconnecter du réseau. Hop. On va voir, c'est ce truc-là qui me met la douille. Ah, c'est génial, Edge. Il faut que je me déconnecte du Wi-Fi pour pouvoir accéder à ma propre machine. Vraiment désolé, c'est la première fois que ça me fait, hein, sincèrement. Bon, bref, on revient à l'histoire. Donc, il clique sur le lien et il arrive sur ce site. Alors, pour l'instant, on va complètement ignorer la lumière de login qui est en plein milieu. Et il est très déçu parce qu'il se dit, je ne comprends pas comment je peux faire pour utiliser cette réduction. Mais la vraie surprise va arriver quelques jours plus tard. Parce qu'en regardant ses relevés de compte, il va voir qu'il a été débuté d'une grosse somme de nom Pangloss alors qu'il n'a jamais passé une seule commande. En fait, il vient de se faire hacker. Ce mail-là, c'est ce qu'on appelle du... Exactement, ça utilise les codes de Pangloss pour lui faire croire que... Enfin, pour faire croire à l'utilisateur que c'est un vrai mail qui vient de la compagnie Pangloss. Il y a une belle call to action ici qui va amener l'utilisateur sur un site malveillant. Alors, je vais le refaire comme ça, parce que normalement, ça devrait marcher. Ouais, super. Et comment on sait que le site, il est malveillant? Parce que c'est marqué, comme vous pouvez le voir là, et ça, ça aurait foiré tout à l'heure, c'est marqué dans l'URL. Alors, généralement, c'est pas aussi obvious, hein, bien sûr. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe, en fait, quand quelqu'un arrive sur ce site. Alors, je vais ouvrir les Developer Tools, et vous allez voir simplement que, tac, quand je vais recharger la page, j'ai fait trop de fois, ça va revenir, il y a des requêtes qui passent sur l'application Pangloss. Pourquoi on a ces requêtes qui sont envoyées quand on arrive sur cette page? Simplement parce que, comme vous pouvez le voir, au chargement, c'est peut-être un peu petit, tac, au chargement du body de cette page, on va appeler une fonction. Cette fonction, elle est définie dans le head ici, clac, script, donc on voit il y a un petit JavaScript. Alors vous pouvez voir que les hackers ont suivi les préceptes de Clean Code, ils ont bien nommé leur fonction, elle s'appelle hack, on sait à quoi elle sert. Donc dans cette fonction, on a un panier, carte, dans lequel on prépare un panier avec un item qui coûte très cher, qu'on veut envoyer à l'adresse du hacker. Ensuite, on prépare une méthode post, là, sur le backend de Pangloss, /carte, donc on va dire que ça va booker le panier. D'accord? On va même dire que ça achète le panier de manière automatique pour simplifier. Et ça va être envoyé de manière automatique au chargement de la page. Alors peut-être que vous allez me dire, mais il faut être authentifié pour que ça marche. C'est vrai. Mais rappelez-vous, il est en train, Candide, de faire son shopping sur l'application Pangloss. Et ce script-là va bénéficier du contexte d'authentification dans le browser pour pouvoir s'exécuter. Et ça, en sécurité, c'est ce qu'on appelle une attaque de type Cross-Site Request Forgery, CSRF. Et pour vous montrer comment se prémunir de ça, il faut juste jeter un petit coup d'œil sur le réseau. Tac. Hop. Là, on a deux requêtes. Pourtant, dans le script malveillant, on n'en a vu qu'une seule. Pourquoi? Simplement parce que les navigateurs modernes, en incluant ce truc-là qui ne me laisse pas m'accéder à ma propre machine quand je suis sur Wi-Fi, allez savoir pourquoi, eh bien, suivent ce qu'on appelle les Cross-Origin Resource Sharing Policy. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'à chaque fois que maintenant vous avez un script qui est hosté par un serveur A qui essaie d'accéder aux ressources d'un serveur B, le browser va d'abord demander au serveur B si A a le droit d'accéder à ses ressources. Comment ça marche? Eh bien, il voit que le script essaie de faire un post sur cartes, comme vous pouvez le voir là. Il va intercepter la requête. Et il va faire ce qu'on appelle une pre-flight request. Il va garder l'URL, le browser, mais il va changer la request method à options. Et c'est comme ça qu'il va demander les droits. Il va positionner des headers qui ne sont pas accessibles à JavaScript, sinon c'est trop facile, comme origine. Et ça va permettre de dire, le browser va dire à Pangloss, il y a un gars là, Evil Website là, qui essaye de faire un post avec Access Control Request Method sur ton URL. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors sachez que par défaut, si vous ne faites rien, toutes les implémentations de back-end, en tout cas tous les frameworks qui vous permettent de faire du back, vont refuser ce genre de requête parce que les origines sont différentes. C'est comme ça, c'est la norme. Mais cette fois-ci, regardez, on a un status code A200 et le back-end répond avec des headers qui disent « Moi, j'autorise avec Access Control Hello Origin le site malveillant à faire un post avec Access Control Hello méthode sur mon URL. » Pourquoi? Eh bien, le problème est entre le clavier et la chaise. Parce que, en réalité, Candide et Pangloss, la première fois qu'ils ont voulu intégrer en prod leur front et leur back, ça n'a pas fonctionné. Parce que c'était sur des origines différentes. Donc ils ont vu plein d'erreurs, cross-origine, je ne sais pas ce que c'est, je comprends rien à ce truc-là. Eh bien, ils sont allés poser des questions sur Stack Overflow, et il y a un mec qui leur a dit, c'est très simple, dans ta configuration sécurité, et là il faut que je remette les choses au bout de la sinon vous n'allez rien voir, tac. Dans ta configuration de sécurité, Web Security Config, eh bien il va falloir que tu crées un corpse filter, et surtout ce qui est très important, c'est que tu fais ça. Vous voyez là? Et ça, rigolez, mais j'ai vu beaucoup de fois en production. Ici, ça va marcher parce qu'on autorise tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on autorise vraiment tout le monde. Donc n'importe qui peut poster des scripts qui peut appeler notre back. Et c'est pour cela, en partie, que là, on est vulnérable à cette attaque. Donc ce qu'il faut faire, et ce qui est vraiment très important, c'est limiter ça eh bien, au front qu'on trust. Comme vous pouvez le voir là, ici, je vais dire, il n'y a que le front-end que je connais qui est capable de m'appeler. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, je vais redémarrer l'application pour vérifier si ça a corrigé le problème, n'est-ce pas? Donc, ça, je ferme, j'en ai plus besoin. Tac. Donc là, j'ai besoin de me reloguer parce que sinon c'est triché. Je fais l'authentification en session. Donc à chaque fois que je redémarre mon application, il faut que je me relogue. Voilà. Je suis logué, je suis content. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe quand je recharge le site malveillant. Vous allez voir qu'il n'y a que la pre-flight request qui passe, et cette fois-ci on a une 403. Donc le browser dit, non, lui je ne l'autorise pas. Et là on est safe. On a résolu notre problème. En fait, pas vraiment. Parce que les cross-origin resource sharing, ça n'a pas du tout été fait pour résoudre ce problème-là. Et c'est pour cela qu'on a une magnifique mire de login qui est ici, à gauche. Cette mire de login, elle est sur notre site malveillant, et elle pointe sur le backend de Pangloss. Elle va utiliser un endpoint d'authentification. Et vous allez voir que là, si j'essaie de me loguer, alors que le site, lui, est interdit côté back, il n'y a que le front, le vrai front, qui est censé pouvoir appeler le back, eh bien ça va fonctionner. Donc là, elle me dit fully authenticated, successfully authenticated. Oups, le zoom sur Windows, c'est vraiment naze. Tac, successfully authenticated, on est content. Bon, je ne vais pas comme ça. Et ça a fonctionné. Vous pouvez voir ici que j'ai bien mon post sur le link qui marche. Pourquoi? Eh bien, c'est dû à la norme. Dans les cross-origin resource sharing policy, on ne fait pas de pre-flight request dans le cas où c'est un direct HTTP call. Là, je fais du form logging. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai été obligé de désactiver le filtre XHR, sinon je ne vois pas ma requête, c'est du direct HTTP, c'est pas de l'Ajax. Et dans le cas où content type, c'est du form URL encoded. Ça marche sur un plain text et je ne m'en rappelle plus du troisième. Et c'est pour ça que là, ça passe. Et ça marche très bien sur Edge, c'est pour ça que j'utilise ici. Ça marche très bien sur Firefox, mais ça ne fonctionne pas sur Chrome, cette attaque-là. Simplement parce que Google a voulu aller plus loin que la norme, ils ont décidé de faire plus de vérification de sécurité. Et en réalité, ça, c'est un problème aussi pour nous, parce qu'on est en train de dire qu'on s'appuie sur le browser pour faire de la sécurité, ce qui n'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'on a en sécurité pour se prémunir d'une CSRF? Eh bien, on a ce qu'on appelle les synchronizer tokens et tokens CSRF. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez voir, c'est assez simple. Côté back, on va générer un secret, et ce secret, on va le filer qu'au front qu'on trust. Ensuite, à chaque fois que le front va vouloir modifier de la data, donc un put, un patch, un post, un delete, on va demander à ce qu'il nous refile ce secret. Si côté back, le secret est invalide ou inexistant, c'est le back sur la requête qui va refuser de processer cette requête-là. Alors, il y en a qui font du Spring Security ici? Oui? Alors, vous devez savoir que par défaut, cette protection est activée. Cependant, elle ne va pas nous aider dans notre cas. Pourquoi? Parce que simplement, Spring s'attend à ce qu'on render notre page HTML dans notre contexte de Spring. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque moi j'ai un Node.js. Donc, comment on peut faire? C'est simple. Sachez qu'Angular supporte l'exchange de tokens CSRF par cookie.
Et React aussi, mais avec une contribution communautaire. Et ce qu'on va faire là, c'est échanger entre notre front et notre back ce secret dans un cookie. Donc j'ai juste à configurer vite fait mon back pour que ça fonctionne. Hop. Je vais lui dire que je veux un cookie CSRF repository qui aura une particularité, c'est que tous mes cookies vont être HTTP only à false. Pourquoi? HTTP only à false, tout le monde voit ce que ça veut dire? Non? HTTP only à false, c'est-à-dire qu'il n'y a que le browser qui peut accéder aux cookies. Si vous mettez HTTP only HTTP only true, ça veut dire que le browser peut accéder aux cookies seulement. Si vous mettez HTTP only à false, vous permettez à JavaScript d'accéder aux cookies. Et JavaScript, c'est le mal en sécurité. Sachez-le, on va le voir tout à l'heure. Mais ici, j'ai besoin de le laisser à false parce que c'est une intégration qui est built-in à Angular. Ça ne vient pas du browser lui-même. Donc tous mes cookies doivent être accessibles à Angular pour qu'il puisse activer sa protection CSRF. Donc ça, c'est fait. Je vais vous montrer très rapidement que j'ai un endpoint qui me permet de récupérer le secret, qui est ici. Voilà. Et je fais en sorte qu'il n'y ait que mon front qui est capable d'appeler cet endpoint. Okay. Donc je vais redémarrer là l'application. Et on va voir ce qui se passe dans le cas d'un utilisateur standard. C'est-à-dire, lorsque un utilisateur se connecte, qu'est-ce qui se passe entre le front et le back maintenant? Et que c'est pas un hacker. Hop, donc on vient là. Donc il faut que je me log. Je vais virer mes cookies, sinon ça risque de foirer. Je vais rouvrir les développeurs tools pour vous montrer. Cette fois-ci, quand je me log, vous allez voir que j'appelle un endpoint qui me permet de récupérer le secret. Il est ici le secret. Et le backend va demander à mon front de positionner un cookie qui s'appelle XSRF token avec ce secret. Donc c'est stocké maintenant dans un cookie côté browser. Ensuite, la requête qu'on fait après, c'est un post pour le login. Et là, comme je vous l'ai dit, le front va être obligé de me refiler ce secret, sinon le backend va dire no way. Je ne processe pas ta requête. Et de manière built-in, donc Angular va le faire, en positionnant ici le cookie avec le secret et un header, mais je ne vais pas vous expliquer pourquoi il fait un header, ça c'est un peu complexe. Et c'est pas utilisé tout le temps. Donc sachez encore une fois que ça existe en React, je ne sais pas pour Vue, j'en ai jamais fait en Vue. Donc là, comme ça, le backend récupère le secret, ça match, on est content, donc il autorise la requête, c'est pour cela qu'on a une 200 là. Et très important dans le cas d'un login, il va régénérer un nouveau secret. Ça, c'est pour éviter ce qu'on appelle une token fixation. C'est-à-dire que si le hacker avait prépositionné une valeur, il peut attendre que vous loguiez dessus, il vérifie que c'est bon, et il peut réutiliser le même cookie. Et le même token, pardon. C'est pour cela qu'après login, on régénère un nouveau secret. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant sur site malveillant? Sachez que là, le cookie, il est limité au domaine de l'application Pangloss. Donc là, je peux le voir ici. Mais le site malveillant, lui, n'aura pas accès à ce cookie. D'ailleurs, si je regarde la liste des cookies qui sont dessus, il n'y a rien dedans. Donc, n'ayant pas accès à ce cookie, maintenant, quand je vais essayer de me loguer, il est incapable de filer une valeur pour le token CSRF. Donc, il me dit, ça ne marche pas, forbidden, et vous pouvez voir que le login ne fonctionne plus. Donc, c'est comme ça qu'on se prémunit de ce genre d'attaque en réalité, en implémentant des tokens CSRF. Ça va pour tout le monde? Ouais? Alors, tout à l'heure, j'ai dit un truc sur JavaScript, c'était quoi? C'est le mal en sécurité. Je vais vous montrer pourquoi. Vous vous rappelez du nom utilisateur magique? Ouais? Qu'est-ce qui se passerait si ici j'utilisais une adresse magique? Cette adresse magique, je l'ai préparée dans mon code. Elle est là. Tac. Voilà. Alors, elle commence par une adresse à Paris. Et après, on a une grosse balise script. Dans cette balise script, on a une fonction qui s'appelle hack, encore une fois. Et pour vous simplifier très vite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va récupérer l'URL du panier courant. Elle va prépositionner une méthode patch, c'est-à-dire qu'elle veut modifier le panier courant pour y mettre l'adresse du hacker. Ok? Et cette fonction, elle va être rattachée, comme vous pouvez le voir ici, au bouton Back to Shopping de la page récapitulative de commande. Ça veut dire que cette fonction sera lancée une fois qu'on a cliqué sur le bouton. Alors, si vous ne voyez pas trop ce que ça va faire, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Si vous ne voyez pas trop ce que ça va faire, vous inquiétez pas, je vais vous faire la démo tout de suite. Mais ce qui est important de voir là, de ce qu'essaye de faire ce script, c'est qu'ici, il essaye de récupérer le cookie et le positionner dans un header, le XSRF token, comme fait Angular. Mais pour l'instant, on est safe, ce script est sur ma machine. Pour que ça puisse fonctionner, il faut que ce script soit dans le domaine de l'application Pangloss. Ok? Donc pour l'instant, on est safe. Mais qu'est-ce qui se passe si je mets tout ça dans mon adresse
Alors, regardez, je clique sur Purchase, donc j'arrive sur cette page récapitulative, et regardez là, on a 15 Magenta Boulevard à Paris. Mais en fait, on a plus que ça. Si on regarde un peu plus dans le détail, hop, et bien juste après, il y a tout le reste du script. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis cette adresse, elle a été enregistrée côté back, et comme mon front a voulu re-renderer l'adresse pour cette page, et bien il a renderé le script avec. Et du coup, le script, il est dans le domaine de l'application Pangloss. Donc, cross-origin, ressource chain policy, ça passe. CSRF, il a accès. Il est servi par mon propre front. Ça, c'est ce qu'on appelle une attaque de type cross-site scripting, ou injection JavaScript. Et pour vous montrer que ça marche, c'est très simple. Là, comme je vous ai dit, ça s'active quand j'appuie sur Back to Shopping. Donc là, j'arrive sur la page principale. Ça, c'est normal. Mais cette fois-ci, avec le browser, quand je fais back, vous allez voir que l'adresse, maintenant, c'est celle du hacker. Et voilà, je me suis fait hacker. Alors comment on se prémunit de ça? C'est assez simple en réalité. Je vais vous le montrer côté back alors que plein de gens le font côté front. Pourquoi? C'est important de le faire côté back. Parce que des fois, ce n'est pas vous qui allez développer votre propre front. Ce n'est pas vous qui allez développer votre propre front-end, ni les consommateurs de vos endpoints. Et c'est important en sécurité de ne pas être un vecteur d'attaque. Donc comment on fait? On va aller là où est stocké mon adresse, voilà, comme vous pouvez le voir là, et je vais faire ce qu'on appelle de l'input validation. Donc je vais utiliser ici Hibernate Validator pour dire que je veux que du safe HTML dans mon adresse. Alors vous inquiétez pas, il y a plein de frameworks dans plein de langages qui permettent de faire l'équivalent. En faisant ça, je suis en train d'interdire le fait que je stocke des scripts dans mon adresse. Donc je vais redémarrer l'application, hop, pour vérifier que ça fonctionne. Hop. Je reviens là, je vais me reloguer, encore une fois. Super. Et cette fois-ci, quand je vais vouloir stocker mon adresse, hop, vous allez voir que d'un point de vue réseau, je vais avoir une erreur. Bad request MD forbidden HTML characters detected. Donc je ne suis plus capable de faire une injection JavaScript, de faire du cross-site scripting. Ça va? Et sachez que ce truc-là, dès que vous êtes vulnérable à une XSS, eh bien ça pète toutes les autres mesures de sécurité que vous avez mis en place. Donc le CSRF, on l'a vu, les cross-origin ressources chain policy. Ok. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du Spring là. Mais je vais finir par un truc qui est assez sympa, qui vient de Spring Data REST, dans la version que j'utilise. Vous allez voir qu'il faut faire très attention à la version des frameworks que vous utilisez. Là, je vais créer un panier. Par défaut, il n'y a pas d'adresse dans le panier. Maintenant, je vais rajouter une adresse dans le panier. Là, j'ai ma requête. C'est du JSON patch. Comment ça fonctionne? Je spécifie le path que je veux modifier dans la représentation de JSON de mon panier. Donc, je dis juste slash adresse. Et je lui mets une valeur. 15 boulevard Magenta à Paris. Donc, quand je vois ça, ça fonctionne. On est content. L'adresse a changé. Mais qu'est-ce qui se passe si, à la place de donner un path valide, je donnais un truc comme ça? Je ne sais pas si j'en vois là. Ça, c'est du Java serialisé. Et pour ceux qui connaissent Java, c'est censé faire quoi? Lancer la calculatrice. Alors, est-ce que ça va fonctionner si j'envoie ça à mon back-end? Il y a une calculatrice qui s'exécute sur le back-end. C'est assez sympa comme feature, non? Ça, c'est ce qu'on appelle une Remote Command Execution, qui est due à une faille de sécurité dans la version que j'utilise de Spring Data REST, qui s'appelle une Insecure Serialization. Et si j'avais utilisé en fait des outils comme, si j'arrive à retrouver une slide ici, comme Dependency Track, je l'aurais su. Dependency Track, c'est un outil de la fondation OWASP qui va regarder toutes les vulnérabilités, toutes les dépendances que vous avez dans votre appli, que vous fassiez du Java, du JavaScript, du Ruby, je crois que ça fonctionne avec PHP, et il va vous dire, bah tiens, là, tu as une faille de sécurité dans cette lib, update la version. Et c'est exactement ce qu'il me dit là. Si j'utilise la nouvelle version, je serai plus vulnérable à cette attaque. Sachez que vous avez plus de vulnérabilité dans vos dépendances que dans votre propre code. Donc je vous conseille de mettre en place ce genre d'outil. Donc je viens de vous présenter le top 10 de WASP des erreurs les plus communes en sécurité. Et s'il y a un seul truc à retenir de cette conf, c'est ça, je vous invite tous à scanner ce truc-là. C'est un super article dans tous les langages qui vous permet de sécuriser vos apps en 20 minutes. Donc je vous laisse le temps de scanner et on va finir là-dessus. Merci Julien.